Hi everyone, thank you for joining today's webinar on expanding financial protection to underserved and socially excluded populations. My name is Karishma Bawani. I'm an economist working in health financing and I'll be moderating the event today. Before I begin, I'd like to go over some housekeeping notes. This webinar is being recorded and will be made available to you after the event. You can connect to the audio in two ways, either through your computer or through the Call Me feature. And to choose your audio connection, if you go down to the mute button and from the drop-down arrow next to the mute button, you can choose your audio option. All the attendees will be muted during the webinar, but please do participate via the chat feature in WebEx. Please submit all your questions and comments for today's speakers through that chat feature and make sure it's sent to everyone so that all the panelists and attendees can see your message. Live captioning is available for the event, and if you want to view or hide the captions, click the CC button, which is on the lower left-hand side of your screen. And finally, today's webinar is available in French and in English through simultaneous language interpretation. You can select your preferred language by going to the globe icon that's in the bottom right-hand corner and choosing the language you prefer. For instance, if you want to hear French to English translation, select the English channel. And you can adjust the volume between the original audio and the interpretation by using the slider. So with that, let's begin. The case study you'll hear about today is the work of the USAID-funded Local Health System Sustainability Project, or LHSS. It's USAID's flagship initiative in health system strengthening. The project has three overall objectives: to support countries to increase financial protection for health, to increase population coverage, and to increase coverage of quality health services. Today we'll start by presenting findings from a literature review that was designed to identify promising practices that countries have used to increase equitable financial protection. We'll then present the example of Senegal that has implemented government assistance programs that have generated useful lessons, including about the role of that the community can play in increasing equitable financial protection. We're very grateful to have our four panelists with us today. We have Ms. Marie-Rose Thérèse Ndiaye and Dr. Hussein Diop, who are closely involved with the government of Senegal's financial protection schemes. Heather Cogswell from the LHSS project, who led this activity, and Dr. Scott Stewart, who is a senior health economist from USAID. I will introduce each of them in more detail before they present. Speaking of which, I will now hand over to Heather Cogswell. Ms. Cogswell is a senior associate at Apt Associates. She leads health financing activities on the LHSS project. She's the lead for the activity that we will talk about today. This activity involved a literature review, a Senegal case study, and there will also be a forthcoming compendium report. Heather will now summarize the findings from the literature review. Over to you, Heather. Great, thank you, Karishma. I'm really happy to be here today to share a high-level summary of the findings from a global literature review that our team conducted this past year. Before I get into the findings, let me just start with a little bit of background. So we know that catastrophic health spending is a global concern, and evidence points to approximately 100 million people being pushed below the poverty line annually due to high out-of-pocket healthcare costs. And countries are looking at different financial protection schemes to provide protection against these catastrophic expenses.
but they're grappling with how to extend those financial protection schemes to the entire population. And they commonly focus on financial constraints to enrolling the poor and vulnerable. But we know that many other challenges exist related to population behavior. And so countries really need to know how to address some of these non-financial behavioral challenges to optimize coverage for the poor and vulnerable. And so with that background for our literature review, we sought to answer two research questions. The first was, how have countries extended financial protection to underserved and socially excluded populations? And then the second is, what are the effects of these interventions? We conducted an extensive literature search, including 215 papers covering over 45 countries. And we looked at interventions from low and middle income countries that were published in the last 20 years. And a particular criteria for inclusion of literature in our review was that the intervention needed to specifically target underserved or socially excluded populations. So before we begin, I just want to define a few of the terms that we'll be using throughout this webinar. The first is this population of underserved or socially excluded groups. And for the purpose of our literature review, we broadly defined this term, and it includes many of the populations that you might typically think of, and we've included the most common that we came across in our review here on this slide. Next, I want to talk briefly about how we're defining financial barriers to coverage. And financial barriers can relate to out-of-pocket payments for health. It can also include payments for health insurance premiums, co-payments to access health services, and any other financial cost associated with accessing health services, be it transportation to reach the facility or accommodation while you're receiving a health service. The third term that I want to define today is non-financial barriers to coverage. And these non-financial barriers are really the crux of what we're talking about today in this webinar. And non-financial barriers are really any other barrier that an underserved or socially excluded group may face, excluding the financial ones I just talked about. And we'll get into these in more detail, but just as an example, a non-financial barrier that a vulnerable group may face is lack of awareness of a social health protection scheme designed for them to begin with. And so if the group isn't aware of it, or if they don't understand how the scheme works or what's covered or what's not covered, then they're unlikely to take advantage of that program. And then finally, the last term I want to touch on briefly is when we talk about coverage, we're talking about either coverage of health services or coverage of social health protection schemes. So in terms of our findings, with respect to our first research question, we first needed to understand what are the non-financial barriers that these populations are facing in the first place. There were many non-financial barriers listed in the literature. We've included some broad categories here on this slide, but this is not exhaustive. So just very quickly, some of the non-financial barriers that we found were first, poor quality of care. This could either be poor clinical quality or poor perceived quality of care. And both of those can prevent individuals from seeking care, and specific components that can exacerbate poor quality would include things like really long waiting times to see a provider, especially if it means that a vulnerable population needs to take time off of earning an income to try to get health care. That's a major barrier. In addition, provider behavior, particularly if it's discriminatory towards certain types of populations, can preclude those populations from even trying to seek care in the first place. Another non-financial barrier is if the population lacks knowledge around the need for certain types of health services, that they won't even try to seek care for those issues. Another barrier is lack of awareness of the social health protection scheme itself, or lack of awareness of what it covers and when it can be used. There are some more physical non-financial barriers, so physical distance to facilities or the inability to actually get to facilities to access care is a barrier. We came across a host of administrative barriers, particularly around
enrollment in social health protection schemes. So if the process of enrolling in social health protection is really cumbersome and very bureaucratic and requires lots of paperwork and forms, that itself can be a barrier to some of these vulnerable groups that may not have high literacy rates actually being able to enroll in the program. And then we came across a whole host of cultural and language barriers as well. I will say that in our literature review, the vast majority of the papers that we read focused on financial barriers to enrolling these vulnerable groups in social health protection or ensuring that they can access services. These non-financial barriers were often mentioned, but they were often not directly addressed in the literature. What we did see was that papers that talked about financial barriers often had a non-financial intervention component, and so these financial and non-financial components were often bundled together. So as an example of that, in the Philippines, the government paid premium subsidy for social health insurance was accompanied by the provision of information to the beneficiaries and follow-up reminders and household visits to make sure that they understood what the program offered to them. Heather? So once we understood what the non-financial barriers were, we then wanted to understand what interventions countries have used to overcome these barriers. And through Heather? this literature review, we identified 27 different interventions that countries have used to extend financial protection to underserved and socially excluded groups. And you can see on this slide that we've categorized these 27 interventions by health financing scheme. And this list includes interventions that have both direct and indirect effects on these financial and non-financial barriers. As I said before, many of the interventions were designed explicitly to overcome financial barriers, but often had a non-financial component. So for a quick example, one of the interventions that we found in the literature was this intervention around modifying or changing a benefits package. And Cambodia tried several reconfigurations of their social health insurance benefits package. And in what they called their extended plan, they rebranded their social health insurance as a program for everyone, not just the poor. And what they found was that how the population perceives the benefits of social health insurance can actually influence their decisions about whether to enroll or not, and then whether to seek care for a particular health issue. And so by allowing non-poor to enroll in social health insurance for a small fee, they actually found that this destigmatized the use of the social health insurance card at health facilities and ultimately encouraged more people to enroll and seek care. And then with respect to our second research question, we wanted to look at what the effects of these interventions are on 4 key indicators: enrollment, use of health services, financial protection, and health outcomes. And these may sound familiar. These key indicators are important for UHC, and they're a proxy for how well an intervention reduced financial and non-financial barriers to care for these vulnerable groups. The table on this slide is showing how each of the 27 interventions we looked at performed across these 4 key indicators. This is really just a teaser slide. I don't have time to go through all this today, but you can access the full report that we'll be sharing in a link in the chat. And I just want to end by saying that our key takeaway here is that the devil is really in the details. When thinking about these interventions, the correct question may not be, does this intervention work? But rather, the question might need to be, under what circumstances, in what context, and what are the important design decisions that we need to consider to enable a particular intervention to work? So I will stop there and pass it back to Krishma. Thank you.
Thank you, Heather. I just want to explain the interpretation feature again because I believe a few participants are having trouble. So once to choose your language, if you go to the globe in the bottom left-hand corner, and Heather, maybe you could click on that to show the participants. And then once you've selected your language, you will see where it says balance. You can choose which audio you're hearing. So you might be hearing both at the same time, but if you want to hear just the interpretation, then you have to move the slider towards the right. Okay, so let's move on to the next panelist. Our next speaker is Ms. Marie-Rose Thérèse Ndiaye, who is the head of the Division of Care for the Indigent and Vulnerable Population at the National UHC Agency in Senegal. She's also worked in the Ministry of Health in the Social Action Directorate, also supporting the poor and vulnerable population. She will share a bit about the government assistance programs provided by the government and how they have helped to address non-financial barriers for households. Over to you. Bonjour Charisma, merci à vous tous. Donc, je vais vous présenter la question des populations mal desservies, mais également exclues dans le système de protection sociale au Sénégal. Et là, en termes de contexte, il faudrait quand même rappeler que l'agence a été créée en 2015, donc suite à des fortes demandes, parce qu'il y avait vraiment un manque énorme pour faciliter l'accès aux soins des groupes vulnérables, mais également des plus pauvres. Et là, en 2013-2017, l'agence a mis en place, a élaboré un plan stratégique de développement de 2017 à 2021. Et ce plan repose sur 4 axes principaux, c'est-à-dire le développement de la couverture du risque maladie à travers les mutuelles de santé. Il y a la réforme de l'assurance maladie obligatoire à travers la promotion des institutions de prévoyance maladie. Il y a le renforcement des politiques, des initiatives de gratuité, mais également la mise en œuvre de nouvelles initiatives de gratuité, telles que les enfants âgés de moins de 5 ans, mais également de la dialyse. Maintenant, pour passer en revue les différentes politiques de gratuité, donc l'agence s'est inscrite dans une dynamique de 2 régimes, un régime assurantiel, mais également un régime assistentiel. Donc, par rapport au régime assistentiel, il y a les initiatives de gratuité qui sont mises en œuvre au niveau du régime, du régime assistentiel. Et là, comme vous le voyez, il y a la gratuité des personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, on avait constaté qu'il y avait plus de 70% de la population sénégalaise qui ne bénéficie pas de couverture maladie. Et là, l'État était obligé de mettre en place cette politique pour vraiment faciliter leur accès aux soins, mais également réduire tout ce qui est lié aux affections chroniques liées à la vieillesse. Il y a aussi la gratuité de la césarienne. Donc, cela vise également les femmes enceintes, mais également les femmes en âge de procréer. Et cela vraiment permettra de réduire le taux de mortalité maternelle, mais également infantile au niveau national. Il y a également la gratuité des enfants de moins de 5 ans. C'est une politique également qui est mise en place, mais également qui permet d'assurer la prise en charge gratuite des affections du nouveau-né de l'enfant âgé de moins de 5 ans à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Donc, le plus souvent, comme vous le constatez, les enfants sont affectés le plus souvent par des maladies liées à des affections néonatales, des faibles poids, un problème d'asphyxie. Donc ça, c'est la question liée plutôt à la question de la mortalité néonatale qui est devenue un phénomène récurrent au Sénégal. Il y a également la gratuité de la dialyse. Cette gratuité également, l'État a mis des moyens conséquents pour vraiment faciliter l'accès aux soins des personnes souffrant d'hémodialyse. Et là, je pense qu'il y a plusieurs unités d'hémodialyse qui ont été implantées au niveau national pour que
ces personnes qui souffrent de cette pathologie puissent vraiment accéder aux soins et surtout à moindre coût. Et enfin, il y a la prise en charge des bénéficiaires du programme Bourse de sécurité familiale, mais également des détenteurs de la carte d'égalité des chances. Et là, c'est un programme qui est mené simultanément avec la délégation générale à la protection sociale, mais également la direction générale de l'action sociale à travers la carte d'égalité des chances. Et là, je pense que Dr Diop va revenir sur ça. Il y a un ciblage qui est effectué et qui permet à la direction générale de pouvoir identifier les plus pauvres pour faciliter leur accès aux soins, mais également leur accorder un cash transfert. Pour les titulaires de la carte d'égalité des chances aussi, cela concerne les personnes handicapées qui vraiment souffrent de problèmes de vision, mais également d'handicap physique et sensoriel du moins. Maintenant, par rapport à la deuxième diapo, donc les résultats que nous avons obtenus au cours des années, c'est-à-dire de 2018 à 2021, comme vous le constatez au niveau de ce diagramme, donc nous avons noté vraiment un taux qui est assez faible pour les détenteurs de la carte, c'est-à-dire que de 2018 à 2021, nous avons constaté qu'il y a eu 46% de la population cible qui est enrôlée et de 2021, 47%. Donc, on a vu qu'il y a une évolution vraiment stagnante par rapport aux détenteurs de la carte d'égalité des chances. Mais pour ce qui concerne les bénéficiaires du programme Bourse de sécurité familiale, donc on est passé de 46 du moins à 87%, et pour les titulaires de la carte, de 38 à 47%. Donc, cela est dû le plus souvent au fait que les détenteurs de la carte d'égalité des chances ne sont pas informés à temps, déjà en amont par rapport à la disponibilité de la carte d'égalité, parce que si ces bénéficiaires ne disposent pas de la carte d'égalité des chances, elles ne peuvent pas vraiment être enrôlées, elles ne peuvent pas être enrôlées dans la mutuelle de santé. Donc, premièrement, c'est par rapport à la disponibilité de la carte au niveau de la cible en tant que telle, mais également par rapport aux mutuelles de santé qui parfois n'arrivent pas à identifier le détenteur de la carte d'égalité des chances pour pouvoir faire l'enrôlement au sein de la mutuelle de santé. Donc, il y a également un autre aspect qui est dû au fait qu'il y a parmi ces bénéficiaires, parmi ces détenteurs de la carte d'égalité des chances, il y a des bénéficiaires du programme Bourse de sécurité familiale. Et ces bénéficiaires, le plus souvent, les détenteurs de la carte bénéficiaires du programme Bourse sont intégrés dans le taux des bénéficiaires du programme Bourse. Ce qui fait qu'en fait, le taux a tendance plutôt est fragilisé, mais la plupart, c'est-à-dire que la plupart des BSF, des détenteurs de la carte, sont intégrés dans le programme Bourse, c'est-à-dire les bénéficiaires qui sont détenteurs du programme sont intégrés dans le programme Bourse de sécurité. C'est ce qui a fait qu'on est arrivé à 47% en 2021. Donc, pour le diapo relatif également aux obstacles non financiers, donc nous avons identifié deux typologies d'obstacles non financiers. Donc, le premier, l'obstacle lié au manque d'informations sur la protection sociale de la santé. Là, à ce niveau, nous avons mis en place des activités de communication, d'appui, conseil et d'orientation. Et là, les mutuelles, en collaboration avec les services régionaux et également l'agence au niveau central, sont en train de mettre en place des mécanismes pour informer, mieux informer et communiquer pour un changement de comportement des populations. Il faudrait quand même qu'il y ait une adhésion massive de la population à cette politique de la CMU pour vraiment réduire ces barrières liées, ces barrières non financières. Il y a également les collectivités territoriales qui sont impliquées dans cette sensibilisation. Donc, le plus souvent, elles nous aident dans la diffusion des messages de sensibilisation dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Au niveau des prestataires privés, aussi, prestataires de santé, nous remarquons également que la plupart des titulaires de la carte d'égalité des chances
vont vers les structures sanitaires, donc sans pour autant passer par les mutuelles de santé. Et là également, il y a plus souvent les prestataires privés orientent les bénéficiaires du programme bourse vers les mutuelles pour un enrôlement effectif, parce que le plus souvent, ils ne sont pas informés du cursus à mener ou bien même du chemin à mener pour pouvoir se faire enrôler. Et là, c'est un problème, un réel problème de communication. Orientation et référencement des cibles, comme je le disais tantôt, vers les mutuelles de santé pour un enrôlement systématique, effectif et systématique. Pour les bénéficiaires du programme bourse, également, c'est pareil. Donc, nous remarquons également que ces bénéficiaires ont des difficultés d'accéder parce qu'il y a 13%, un gap de 13%, et ce gap, il faudrait quand même qu'on aille sur le terrain, qu'on sensibilise davantage ces bénéficiaires pour atteindre les 80, au moins 95% d'enrôlement. Il y a également la gestion des plaintes et des réclamations des bénéficiaires à travers la plateforme de la CIMI. La plupart du temps, il y a des bénéficiaires qui appellent pour demander leur enrôlement. Et là, à ce niveau, nous avons des relations entre les mutuelles de santé et les services régionaux pour que l'enrôlement puisse se faire en cas de plainte et ou de réclamation pour les bénéficiaires non encore enrôlés. Il y a également, par rapport à ça, l'autre diapo, comme obstacle non financier, nous avons également identifié les goulots d'étranglement administratif et la perception de la faible qualité des soins pour les bénéficiaires. Et là également, nous menons des activités de suivi avec les prestataires de services de santé. Et à ce niveau, il y a des missions qui se tiennent régulièrement, des missions, que ce soit des missions de contrôle, des missions de collecte de données. Donc, cela vise à améliorer la disponibilité, une meilleure disponibilité de soins dans le domaine de l'offre, mais également la disponibilité du médicament qui est un problème récurrent au niveau du Sénégal. Et là, pour pouvoir faire bénéficier d'un paquet complet à un bénéficiaire, il faudrait qu'il y ait ce paquet, y compris le médicament essentiel qui est vendu au niveau hospitalier. Et cela également vise à améliorer une bonne continuité dans l'accès aux soins des bénéficiaires de la CME. Il faut aussi noter qu'il y a vraiment un cadre qui est là aussi entre l'action sociale, la délégation générale à la protection sociale et l'agence de la CME. Donc, nous avons mis en place un cadre vraiment pour mieux aider dans la résolution des problèmes en vue d'un meilleur accès aux soins de ces cibles. Nous faisons également des suivis de conventions, des rencontres d'orientation avec les prestataires, que ce soit public ou privé, pour améliorer vraiment l'effectivité et également la qualité de la prise en charge médicale des bénéficiaires. Et pour la dialyse également, il faut dire qu'il y a une gestion de la cohorte. Donc, une gestion, un suivi des cohortes pour les personnes souffrant d'hémodialyse chronique pour faciliter leur accès. Donc, c'est-à-dire que nous avons un registre de gestion des sorties et des entrées. Donc, pour les cas de décès, une fois que la personne décède, nous faisons en sorte que l'autre puisse rentrer au niveau de cette liste d'attente. Donc, en termes de recommandations, ce que nous pouvons dire, c'est de mieux, en termes de renforcement de l'accès aux soins des cibles. Donc, il faudrait quand même qu'on fasse une communication et d'information de proximité des cibles, des initiatives de gratuité pour améliorer vraiment le paquet de soins qui leur est offert. Il y a aussi entrer dans un dialogue permanent avec les prestataires de soins pour une couverture plus effective des cibles et une disponibilité de soins et des médicaments. Aussi, il faudrait qu'on renforce les plaidoyers auprès des collectivités territoriales pour impulser leur participation au financement de la santé des plus pauvres, mais également des groupes vulnérables. Également, plaidoyer auprès de l'État central pour augmenter substantiellement le financement qui est alloué par l'État du moins. Comme autre recommandation par rapport au renforcement de la coordination et du pilotage, il faudrait quand même que les sectoriels puissent mieux coordonner pour prendre en charge la question liée à l'effectivité de la prise en charge médicale des bénéficiaires. Et là, je pense que nous sommes sur cette lancée pour vraiment faciliter leur accès. En termes de redevabilité aussi, il faudrait quand même que cette redevabilité et cette participation sociale pour une meilleure prise en compte des besoins des cibles puissent se faire. Et là, vraiment, il faudrait impulser la participation des populations à la prise en charge
de leur propre santé. Donc, je vous remercie. Thank you very much, Ms. Jai. We'll now hear from Dr. Hussein Diop, who is a health economist. Dr. Diop has worked for numerous iterations of the Karishma, national... just timing in, you're muted. Can you hear me now? Bonjour tout le monde. Oui, je vous entends. Okay, so Dr. Diop is the director of the single national registry in Senegal that identifies poor and vulnerable households for the government assistance programs. Dr. Diop will explain to us about the Family Security Grant program and how the government identifies eligible beneficiaries. Dr. Diop, over to you. Ok. Ok. Bonjour tout le monde. Je vais partager avec vous l'expérience du Sénégal en matière d'amélioration de l'accès aux soins des ménages bénéficiaires du programme national de cash transfert qu'on a en Sénégal, qu'on appelle le programme national de bourse de sécurité familiale. Bon, en fait, je parle à ma collègue. Donc, en fait, comme vous le savez, au Sénégal, nous avons un programme national de cash transfert. Et ce programme de cash transfert, comme vous le savez, permet d'encadrer près de 316 000 ménages. Bon, 316 000 ménages, c'est près de 25%. Près de 20% des ménages du pays. Et aujourd'hui, en fait, ce programme de cash transfert, c'est un programme de cash transfert conditionnel qui permet de renforcer ou bien de promouvoir l'enrôlement et la rétention des enfants à l'école, qui encourage aussi la vaccination, mais aussi l'état civil, l'inscription à l'état civil des enfants. Comme vous le savez, ce programme national de cash transfert a permis d'améliorer le taux de couverture de ces ménages. Ça permet aussi de renforcer l'équité sociale et territoriale, en ce sens que ces ménages vont bénéficier du cash transfert, mais parallèlement aussi, ils vont bénéficier, ces ménages aussi vont bénéficier, d'autres appuis en termes d'accompagnement pour le renforcement socio-économique. Et comme vous le savez, l'inscription automatique de ces 316 000 ménages dans les programmes nationaux de couverture maladie universelle a permis d'améliorer le taux de couverture des mutuelles de santé de 50%. C'est-à-dire pratiquement la moitié des ménages qui ont été identifiés au niveau de ces mutuelles proviennent de ce programme national de couverture maladie. Maintenant, quand on dit l'intégration des ménages pauvres et vulnérables dans un programme de CMU, de couverture maladie universelle, l'une des contraintes, c'est la mise à jour de cette base de données, parce qu'il faut que cette base de données soit mise à jour, mais aussi comment prendre en compte ou bien comment limiter les erreurs d'inclusion et d'exclusion. Parce que si on ne fait pas attention, ce sont des ménages qui ne doivent pas bénéficier de ce système qui en bénéficie, ou bien aussi des ménages pauvres et vulnérables risquent d'être exclus de ce système. Diapositive, s'il vous plaît. OK. Maintenant, comment ces ménages sont choisis? En général, quand on met en place ce programme national de cash transfert, en fait, l'esprit, c'est de réduire la vulnérabilité au choc et de limiter les pertes de revenus au niveau des ménages. Ce programme aussi essaie de rétablir les capacités productives et éducationnelles au niveau de ces ménages et
mais aussi de renforcement de plus d'opportunités économiques et sociales, en renforçant ce qu'on appelle le capital social au niveau de ces ménages-là, parce qu'on les met dans des réseaux, parce qu'on les renforce en termes de capacitation et on essaie d'améliorer leur qualité. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au Sénégal, par exemple, si on se réfère à certaines études qui ont été faites sur l'accessibilité, les dépenses de santé au niveau des ménages les plus pauvres, on se rend compte que les quintiles les plus pauvres fait face à des dépenses catastrophiques. Il y a près de 6% comparativement aux autres quintiles qui font face à des dépenses catastrophiques de santé. Et quand on parle de dépenses catastrophiques de santé, c'est des ménages qui font des dépenses qui représentent des dépenses de santé, des paiements directs qui représentent plus de 40% de la capacité à payer. Et quand on dit paiement direct, je pense que vous le savez, au Sénégal, essentiellement, c'est le out of pocket qui est en vigueur. Parce qu'au lieu de prestation, le ménage est obligé de payer les prestations directement de sa poche. D'où l'intérêt de faire en sorte que ces ménages les plus pauvres puissent avoir une couverture maladie qui leur permet, au-delà du cash transfert qu'on leur donne dans ce programme, de leur assurer, par exemple, une couverture maladie, surtout pour les soins de santé primaire. Diapositive, s'il vous plaît. Comment ces ménages sont choisis? En fait, ces ménages sont choisis selon trois phases. La première phase, quand on parle de ciblage, en tout cas pour le cas du programme national de bourse de sécurité familiale au Sénégal, qui est un programme de filets sociaux, la première étape, c'est ce qu'on appelle le ciblage géographique. Le ciblage géographique, ça nous permet de répartir les quotas de pauvreté. On utilise ce qu'on appelle l'incidence de la pauvreté, mais aussi on utilise ce qu'on appelle le poids démographique de chaque localité. Et ensuite, nous faisons ce qu'on appelle la deuxième phase, c'est le ciblage communautaire, où on utilise les comités de ciblage. Dans chaque village et quartier, il y a un comité. Pour votre information, au Sénégal, nous avons 14 régions. Nous avons près de 553 communes et nous avons près de 35 000 villages et quartiers. Et donc, dans chaque village et quartier, nous avons ce qu'on appelle un comité de ciblage de 5 à 10, composé de 5 à 10 personnes, avec le représentant du chef de quartier et de village, le représentant des jeunes, le représentant des femmes, bon, des Badjanogor. Les Badjanogor, c'est des maires au niveau d'une localité qui ont une certaine représentativité, une certaine reconnaissance sociale qui leur permettent de jouer le rôle d'intermédiation, de facilitation sur tout ce qui est accès aux soins, vaccination, état civil, les conflits sociaux. Et donc, tous ces composants de la société sont dans un même comité qui leur permet, en fait, de travailler et de choisir les ménages. Maintenant, quand ces ménages sont choisis et sont dans une base de données, l'aspect suivant, c'est ce qu'on appelle le scoring. C'est-à-dire c'est l'enquête et scoring, et c'est ça qui permet de collecter les données au niveau des ménages. Maintenant, comment ces ménages sont appuyés? Slide suivant. Comment ces ménages sont appuyés sur le plan non financier? Ce qu'il faut déjà dire, c'est que, en fait, slide suivant, s'il vous plaît. Concernant les barrières non financières, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de ces ménages, il y a un travail qui est fait pour un peu améliorer l'information de ces ménages par rapport à l'accès aux soins. Donc, en fait, on met en place des mutuelles de santé qui sont réparties dans toutes les communes du Sénégal. Je disais tout à l'heure qu'on a plus de 553 communes, donc il y a près de 600 mutuelles. Et ces mutuelles, en fait, mettent en place un système d'enrôlement automatique de tous ces ménages qui bénéficient des cash transferts. Après, nous faisons ce qu'on appelle, au-delà de les donner un cash transfert, au-delà aussi de les inscrire dans des mutuelles de santé et avec un accompagnement, nous avons aussi un travail de coaching, un travail de renforcement des capacités en éducation financière
et de faire en sorte que ces ménages puissent bénéficier en fait d'activités économiques, en fait pour un peu renforcer les capacités, mais aussi de générer des revenus. L'autre aspect aussi, on le sait que l'accès aux soins aussi, au-delà du cash transfer, au-delà du paiement au niveau des prestations, il y a ce qu'on appelle les coûts d'opportunité. Donc, ces coûts d'opportunité, pour y faire face, il y a des facilitations au niveau pour l'accès aux soins, mais aussi, il y a aussi des appuis financiers qui sont faits au niveau de ces ménages-là, parce que quand ils sont à l'hôpital ou bien quand ils vont faire se soigner, ce sont des pertes de revenus. Parce que ce sont des ménages qui vivent au jour le jour, entre guillemets, parce qu'ils travaillent essentiellement dans le secteur informel. Slide suivant. OK. Maintenant, comment ce qu'on appelle renforcer l'accessibilité financière? Ce qu'on fait, on met en place ce qu'on appelle des guichets, des sites de paiement qui sont déployés le plus près possible au niveau des bénéficiaires. Ça nous permet de réduire les coûts liés à l'accès et de réduire aussi tous les frais liés au déplacement de ces communautés. Maintenant, par rapport aux réclamations, comme vous le savez, quand on met en place un dispositif comme ça, de programme de cash transfert avec ce qu'on appelle un dispositif d'accès aux soins, mais aussi un accompagnement non financier pour renforcer l'accès aux soins, pour améliorer les capacités productives et tout, il y a ce qu'on appelle toujours les erreurs d'inclusion et d'exclusion. Pour ce faire, ce qu'on a mis, on a mis en place un système de redevabilité. C'est-à-dire c'est un système pour gérer les plaintes et les réclamations. Et ce système permet, au-delà de ce ciblage qui se fait périodiquement, de faire en sorte que les ménages ou bien les communautés ou bien les institutions qui sentent des biais dans le processus de sélection puissent recourir à ce système pour améliorer en fait les cas d'exclusion ou d'inclusion. C'est-à-dire s'il y a des ménages qui ne devaient pas être dans le système et qui sont introduits par erreur dans le système, ou bien s'il y a des ménages pauvres et vulnérables qui devaient bénéficier du système, qu'ils puissent nous les faire parvenir. Et donc, sur ça, on a mis en place un système de réclamation, mais aussi un numéro vert qui permet à temps réel à tous les bénéficiaires de faire leur réclamation et d'avoir une réponse dans les meilleurs délais. Donc, globalement, c'est ce que je vais à présenter, à partager avec vous pour ce webinaire. Je vous remercie et je reste attentif à vos éventuelles questions, recommandations, suggestions. Merci. Thank you very much, Dr. Diop. So we'll now move on to our next panelist. Dr. Scott Stewart is a senior health economist. He leads the resource optimization team in USAID's Office of Health Systems in the Bureau for Global Health. Dr. Stewart will present on the importance of understanding non-financial barriers to strengthening health system strengthening and achieving access to universal health coverage. Over to you, Dr. Stewart. Thank you very much, Krishma. Hello, everyone. This slide presents a graphical depiction of USAID's Vision for Health System Strengthening 2030, and I'd like to highlight some of the facets of the conceptual framework that's diagrammed here. But first, I'd like to say that we know that those most in need of services, health services, and financial protection are often the most difficult to reach, and this is an important motivation for this webinar and the presentations that you've just heard. USAID places better health outcomes or improvement in health outcomes at the center of its health system strengthening efforts. We have articulated 3 important outcomes of health system strengthening. These are quality, equity, and resource optimization. Resource optimization being the supporting the optimal use and mobilization of health system resources in a variety of forms. Through our equity work, we seek to reach underserved and socially excluded populations, much as you've heard at the outset of these presentations. We think that it's important while we do that to look across the different health outcomes and take an integrated approach to our work in health system strengthening to assure that
not only are services extended to marginalized populations, but that they receive quality care in the most efficient fashion. And we acknowledge that the efforts to increase universal health coverage rely both on increases in service coverage and in financial protection, where we have focused in this activity on financial protection and ensuring that financial protection mechanisms or schemes reach the most vulnerable populations in the countries that we partner with to promote socioeconomic development. We think that within that work, it's important to take a multidisciplinary approach. I think you've heard that as well. That helps us to enable or to address the non-financials as well as the financial barriers. It's often easy for us to focus on financial barriers in the pursuit of financial protection, but we've heard that in addition to that, there's need for communication regarding to build awareness of the financial protection schemes and their utility in the function of households, in to increase knowledge of how those systems work, and to increase acceptance of the concepts associated with financial protection, whether it be traditional insurance mechanisms or other financial protection schemes. It's also important to include our target populations to inform the design of these activities and these schemes. USAID places a great deal of emphasis on inclusive development, whereby we strive to include target populations in the design, implementation, and monitoring of the development activities that we finance. We encourage that approach in much of the work that we do with our partner governments, and I think you've heard in the previous two presentations that there is a lot of interest in Senegal on inclusive development itself. This work through USAID's work through LHSS that has been outlined here underscores the need to make a special effort to reach vulnerable and poor and socially marginalized populations. The findings are in alignment with the Lancet Commission's, the recent one on financing for primary health care, and the preceding Lancet Commission on investing for health. Both of those commissions promoted progressive universalism as an approach to extending financial protection and universal health coverage to the poorest of the poor. We wanted to put forward this webinar in an effort to hold the discussion with you, to ask you to continue to work with us as we continue to learn and about the approaches that we can take to extend financial protection to the populations that most need it, and to implement promising solutions. Over to you, Karishma. Thank you very much, Dr. Stewart. Thank you very much to all our panelists. We'd now like to invite you, the participants, to ask any questions you have. Please put them in the chat box and specify who your question is for. While you do that, I just wanted to share some quick takeaways that I heard from the speakers today. We heard that non-financial barriers can occur in two different ways. It can prevent or discourage people from enrolling in financial protection programs, and it can also prevent or discourage people from accessing the health services that they are eligible for. We heard how in Senegal, the family security grants and the equal opportunities card have helped to alleviate some of those non-financial barriers. And Dr. Stewart talked about how the poor and vulnerable populations are often the hardest to reach. And I thought it was interesting how Senegal has a very comprehensive process for reaching that group and how they use the community to do that. And we also saw how other countries have implemented interventions that both directly alleviate non-financial barriers, but also indirectly through other initiatives, such as strategic purchasing, that can improve by improving the quality of health services. So let me
let me go over to the questions. So Ms. Ndiaye, there is a question for you. We heard how the community plays an important role in supporting the government assistance programs. How is the government ensuring the sustainability of these programs? And for example, how does the government see the role of the community evolving in those programs? Ms. Ndiaye, can you hear us? Merci par rapport à cette question. En fait, ce que je pourrais dire, c'est juste dire que le Sénégal s'est inscrit dans un système non contributif pour assurer vraiment la prise en charge médicale des bénéficiaires. Et là, je pense que pour assurer cette durabilité, il faudrait que la communauté soit impliquée davantage, et soit au cœur de cette politique, en collaboration avec les collectivités territoriales qui pourraient vraiment appuyer financièrement leur politique. Il y a aussi la question de l'employabilité et de l'autonomisation de ces groupes vulnérables. Donc, cela veut dire qu'une fois que ces groupes autonomisés, donc ces groupes pourront cotiser d'elles-mêmes, c'est-à-dire que ces politiques de résilience doivent pouvoir réduire le maximum de personnes non cotisantes à travers ces projets de résilience et maintenant augmenter la cohorte des cotisants et assurer la durabilité du financement des politiques assistentielles. Il y a aussi un autre aspect, c'est lié à la sortie des cohortes, c'est-à-dire pour les bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale, à travers les projets de financement adaptatif, c'est-à-dire sur la résilience socio-économique, il faudrait quand même que l'État les aide à mettre en place des unités de production informelles, maintenant pour assurer leur propre autonomie financière. Et cela les permettra vraiment d'intégrer les cotisants, ces groupes vulnérables dans la cohorte des cotisants. Il y a aussi un autre aspect, l'État également doit mieux explorer les niches de financement à travers la réaffectation des ressources, donc de certaines dépenses publiques dites non prioritaires vers le secteur de la protection sociale en santé. Et là, je pense qu'à ce niveau, donc il faudrait quand même que cela puisse se faire pour que la pérennisation de la protection sociale en faveur des groupes vulnérables puisse être pérenne et durable. Thank you very much, Ms. Ndiaye. Dr. Job, a question for you. With regard to the targeting the beneficiaries, can you explain to us some of the challenges that you've had? And for example, with the single national registry, there is an example of, are you able to understand the percentage errors of inclusion or exclusion? And are there external verifications to check the eligible beneficiaries? Okay. Okay. En fait, par rapport aux erreurs d'inclusion et aux erreurs d'exclusion, en fait, quand on parle d'erreur d'inclusion, c'est quelqu'un qui est rentré sur la liste alors qu'il n'est pas pauvre ou vulnérable. Et erreur d'exclusion, c'est des mélanges dans une communauté. Ils sont pauvres et vulnérables, mais malheureusement, on les a pas, ils ne sont pas dans la base. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, les erreurs d'inclusion et d'exclusion, bon, nous avions fait une étude avec la Banque mondiale et ça a tourné autour de 7%. Maintenant, le problème aussi des erreurs d'inclusion et d'exclusion, il faut l'aborder sous deux angles. Premièrement, c'est vrai qu'il y a des erreurs qui sont inhérentes qu'on peut toujours corriger, mais l'autre aspect qui est un peu difficile aussi, c'est que si on prend trop de temps pour la mise à jour, parce que la mise à jour de la base de données doit se faire de façon périodique, mais aussi dans un délai raisonnable pour intégrer les nouveaux pauvres et les nouveaux vulnérables, parce que ce sont des concepts qui sont dynamiques.
Maintenant, tout à l'heure, on vient de réciter une étude où on a essayé d'évaluer l'utilisation de cette base de données dans la réponse à la COVID. Et l'une des recommandations, c'est d'essayer de raccourcir le délai de mise à jour. Parce que quand le délai est trop loin, ça pose des problèmes d'équité, mais aussi de cohérence. Donc, pour vous répondre, en fait, ça tourne autour de 7%, mais aussi au-delà de ces questions de taux d'erreur, comme il y a aussi la question de la mise à jour. Maintenant, comment corriger ces erreurs? Les erreurs, on les corrige par 3 canaux. Les premiers canaux, on utilise le canal le plus utilisé, c'est le système de réclamation, où on a déjà des relais, parce qu'il y a presque 6000 relais qui sont déployés dans tout le pays et qui permettent de façon quotidienne à faire remonter les données. La deuxième question qui se pose, c'est en fait le deuxième canal qui est utilisé pour gérer les réclamations, c'est le numéro vert. Aujourd'hui, nous avons un numéro vert qui est utilisé actuellement même avec le cash transfert et on a tellement d'appels par jour. Et ça permet aux ménages, aux communautés de faire des appels. Soit c'est des réclamations, des gens qui ont des choses à réclamer, ils le font à partir de ce système de réclamation. Quelquefois aussi, c'est des corrections. Par exemple, quand il y a un décès, ou bien il y a un déménagement, changement d'adresse, ou bien de changement de gestionnaire. Donc, ils utilisent ce canal. Maintenant, le problème aussi qui se pose, c'est que quand les systèmes de mise à jour sont faits régulièrement, on a moins de réclamations. Parce que la mise à jour permet de réactualiser les données au niveau des ménages. Ça permet aussi d'ajuster et de mettre à jour les gestionnaires des allocations. Et tout ça, ça contribue à réduire le dispositif. L'autre aspect aussi, c'est qu'il faut renforcer ce qu'on appelle le travail de transparence au niveau de ces comités. Oui, là aussi, on a un grand problème. Il y a des comités qui font du très bon travail, mais il y a des comités, quelquefois, quand il y a des enjeux sur le plan politique ou bien sociologique, quelquefois qu'on ne maîtrise pas, les populations ont du mal à réclamer, même s'il y a des choses qui se font. Quelquefois, culturellement, il y a des réalités qui font que les gens ne sont pas très à l'aise pour faire ces réclamations. Mais quand même, on a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de chemins a été parcouru depuis le début. Et quand même, je pense qu'actuellement, tout le process a été revu et renforcé pour faire en sorte que les communautés quand même puissent renforcer la redevabilité, la transparence et actuellement même, le travail qui est en train d'être fait, c'est un travail pour renforcer l'interopérabilité entre les bases de données. Parce qu'on s'est rendu compte que si la base de données du RNU, la base de données du PNBSF, le cash transfert et la base de données du programme de CMU, de couverture maladie universelle, si ces bases sont collectées, et même l'action sociale, ça permet de renforcer et de réduire même ces erreurs d'inclusion et d'exclusion. Et ça renforce aussi la sécurité des données qui sont partagées. Et donc, nous sommes sur ces chantiers en 2022. Je pense que c'est l'une des priorités d'aller vers cette interopérabilité entre les bases de données pour que les bases de données puissent quand même se parler. Bon, j'ai vu, il y a des commentaires de ce qu'on appelle il y a des commentaires de André, ok. Bon, la fréquence de la mise à jour, c'est une fréquence de tous les 4 ans, mais on est en train de voir comment est-ce qu'on ne va pas réduire, oui, on ne va pas réduire ce délai, parce que si le délai est trop long, ça pose des problèmes. Thank you. Merci. Thank you very much, Dr. Diop. Thank you for explaining that challenge of managing accuracy, but then also being able to keep the registry up to date. There is a question for the both of you, and thinking about the universal health coverage vision for Senegal. What is the UHC agency's vision for how these government assistance programs might be integrated going forward? For example, I'm thinking about the beneficiaries of the different programs and the different benefits offered, and is there a plan to potentially integrate them into a unified scheme?
Could you tell us a bit about the vision? Merci, Charisma. Je pense qu'à ce niveau, on peut vraiment les aider dans l'intégration d'un système unifié. Et là, à ce niveau, il faudrait que des préalables, il faudrait régler des préalables. Les préalables, c'est-à-dire, il faudrait la définition, il faut aller vers la définition d'un paquet minimum garanti pour tout. Ms. Ndiaye? Dr. Diop, would you mind turning your video off just to help with the connection? Ms. Ndiaye, can you hear us? Okay, I'm not hearing Ms. Ndiaye, so maybe we'll come back to her. Dr. Diop, would you like to answer that question? Là, je pense que c'est une question qui a été abordée, mais il faudrait quand même qu'il y ait des mécanismes de sortie également pour certains bénéficiaires, mais également d'entrée pour des nouveaux bénéficiaires. Et voir éventuellement par rapport à d'autres politiques de gratuité, comment exclure ceux qui bénéficient d'une couverture obligatoire et ceux qui n'en bénéficient pas. Donc, il y a pas mal de préalables à régler pour aller vers un système unifié. Merci. Thank you very much, Ms. Ndiaye. I'm very sorry, but I think the audio cut out for a bit. And we're also out of time. So I'd just like to wrap up. You should see a pop-up after we finish asking you to fill in a short survey. We'd be really grateful if you could answer the 4 or 5 questions there to help us with future webinars. And the recording will also be made available through the LHSS website and will also be sent to you. And finally, the link to the literature review that Ms. Coxwell talked about today is also available on the site, and you should see a link to it in the chat box right now. So please refer to that to get more of the details about our findings. Finally, thank you so much to all our panelists, and thank you to you, the participants, for joining us today. Goodbye.